Bonjour à tous. Faire un synthétiseur donc VST en Rust et pourquoi c'était pas ma meilleure idée. C'est ma présentation pour cette ruche. Du coup, je me présente, un peu de contexte. Je m'appelle Thomas Camille, je suis développeur full stack chez Talent. Je fais beaucoup de musique. Je fais beaucoup de musique avant et un peu moins maintenant parce que j'ai pas de temps. Mais du coup, je fais de la basse, de la contrebasse, de la guitare, de la MAO depuis le Covid parce que j'étais enfermé chez moi et que faire de la musique sur ordinateur, c'est bien pour passer le temps. J'ai mis ma discographie pour flexer. Du coup, je suis dans un groupe de métal pendant 8 ans, 9 ans. Je fais des concerts un peu partout en France, un peu en Europe. C'était ma jeunesse un peu folle et rock'n'roll. Euh, Pourquoi je fais cette ruche? En novembre de l'année dernière, j'ai fait une ruche Digital Sound Processing and Computer Assisted Music pour présenter un peu ce que c'est la MAO, comment on fait de la musique avec un ordinateur, comment l'ordinateur est fait pour faire de la musique. Euh, voilà, c'était cool. C'était surtout culturel, il n'y avait pas tant de technique que ça derrière. Et le but, c'était de faire ça en premier pour ensuite éventuellement faire une ruche où je fais mon synthétiseur moi-même. Du coup, il l'a dit, il l'a fait, parce que je l'ai enfin fait après avoir procrastiné pendant 3 mois. Donc voilà, c'est vraiment comprendre comment on fait pour coder quelque chose qui va générer de la musique. Comme ça, c'était un bon moyen de mêler deux passions, qui je trouve que c'est un sujet intéressant. Peut-être intéresser des gens qui ont envie d'essayer aussi. C'est marrant. Du coup, un petit sommaire. Je vais rappeler ce que c'est un VST, puisque la dernière presse, c'était il y a 5-6 mois, et puis il y a des gens qui n'étaient pas forcément là, du coup, on va rappeler un peu les bases. Pourquoi j'ai utilisé Rust? Très bonne question. Ensuite, j'ai mis les 4 étapes par lesquelles je suis passé, donc ça va être essentiellement de la présentation de mon code, avec des commentaires, vous expliquer un peu tout ça. Donc, comment j'ai créé un VST, comment mon VST l'a fait pour faire du bruit, pour ensuite faire du bruit, c'est bien, mais avoir une note, c'est mieux pour faire de la musique. Et ensuite, maintenant, je peux jouer des notes avec le clavier comme un piano. Et une petite conclusion à la fin. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un VST? Donc, VST, qui signifie Visual Studio Technology, c'est un acronyme qui a été créé par Steinberg, qui est une entreprise qui fait pas mal de matos musical. En fait, ça permet de normaliser un peu tout ce qui va être instrument virtuel. Donc, c'est un format de plugin qui a différentes caractéristiques, mais du coup, comme le format est normalisé, à partir du moment où on va utiliser un VST dans n'importe quel outil de faire de la musique sur ordinateur, il va être reconnu et ça va pouvoir être utilisé. Ça va convertir des données audio et MIDI en temps réel. Et il y a 4 types principaux qu'on peut faire avec un VST, donc des instruments. Donc, par exemple, si je vais sur mon PC et que je prends un truc qui va jouer du piano quand j'appuie sur les touches de mon clavier, il y a un VST derrière qui va prendre les informations que je lui envoie et les transformer en son de piano. On peut avoir des effets audio aussi. Donc, par exemple, si vous avez s'il y a des gens qui font de la guitare et qui ont une petite pédale, en général, dedans, il y a l'équivalent d'un VST. Donc, par exemple, si on veut faire un reverb ou de la distorsion, etc. On peut mettre des effets MIDI aussi pour modifier du MIDI en direct et de la visualisation. Des clips où c'est marqué visualizer et donc ça bouge en fonction de la musique. Ça marche un peu comme un VST aussi. Pourquoi Rust? La majorité des VST ils sont faits en C++, parce qu'il y a quand même vachement de librairies en C++, donc c'est vrai que c'est super utile quand tu veux faire des trucs, surtout pour de l'audio, parce que c'est un peu compliqué. J'avais pas envie de faire de C++. À la base, moi, je voulais faire du Go, parce que j'aime bien le Go. Sauf que faire de l'audio en Go, c'est compliqué parce qu'il n'y a rien. Donc j'étais bon, peut-être pas faire du Go du coup. J'avais une super présentation qui a été faite à une conférence où le mec fait ça en Go, mais au final il explique pas grand-chose et surtout du blabla, donc ça m'a pas beaucoup aidé. Du coup après j'ai vu qu'il y a quelques VST qui étaient faits en Rust, donc il y a quand même pas mal de crates, donc c'est l'équivalent des librairies pour Rust, qui sont pour l'audio. Il y en avait une, elle s'appelle VST, donc je pouvais pas trouver mieux pour faire un VST que d'utiliser la crate qui s'appelle VST. Donc je me suis dit bon vas-y ça te part. Faut un langage assez rapide, et c'est vrai que Rust c'est bien pour ça. Parce que comme globalement on va générer du son pour chaque échantillon de son, donc approximativement 48 000 fois par seconde, faut que ça compile vite, enfin faut que ça fasse les actions vite parce que sinon le son il est un peu cracra. Hop. Donc première étape, créer un VST. Du coup déjà j'ai créé un projet en Rust. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Cargo New, je vais nous créer un nouveau projet. Je l'ai appelé Ruche VST parce que c'était un VST pour la ruche. Et là, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, partager, fenêtre.
attend, ça marche. Très bien. Du coup, je vais essayer d'expliciter au maximum ce que j'ai fait en Rust, parce que je sais que c'est un langage qui n'est pas familier pour tout le monde, moi y compris. Donc, on va voir un peu tout ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à m'interrompre. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Du coup, quand on crée un projet en Rust, on va avoir un cargo toml qui va regrouper un peu toutes les informations. Ah oui, pardon, oui, je vous. View. Inventation. Du coup, il partage pas. Ah, si, c'est bon. Du coup, j'ai mon package que j'ai appelé bzz pour la ruche. Une version, on se fout. Ensuite, des dépendances. Donc, mes dépendances, ça va être les crates dont je vais avoir besoin. Donc là, j'en ai mis qui s'appelle VST. C'est ce qui va nous intéresser énormément. Et ensuite, j'ai un petit encart lib, parce qu'en fait, ce que va faire ce programme, c'est que quand on va le build, il va générer une librairie du système, du coup. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sur la branche. Une librairie système qui, en fait, va avoir une extension en fonction de votre système d'exploitation. Donc là, moi, comme je suis sur Linux, ça va faire un .so. Et donc, si vous êtes sur Windows, ça fera un .dll. Vous pouvez l'utiliser tel quel. Après, si vous voulez vraiment faire un .vst, en fait, dans la crate VST, il y a un petit script en shell qui traîne qui va directement vous compiler un joli package tout beau, tout propre que vous pouvez commercialiser après, si vous voulez le commercialiser. Comment on sort du mode présentation? Exit. Je fais échec, ça marche. Ah, grave, c'est très grossi. T'es sur quel câble? C'est raccourci en plus. Contrôle plus. Ah donc, contrôle plus. Contrôle. Tout les alt tab, c'est pas ça qui est Quoi, on va faire alt tab? Ça va marcher si je fais alt tab. Ou F1. Attends, t'es sorti. Ah ouais, non, c'est ça en fait, il faut aller en haut pour le remettre. C'est intelligent. Sur toutes les presses, on est obligé de le couper. Je pense qu'on fait un rush sur notre présentation. Comment utiliser IntelliJ en présentation? Ouais. Non, mais plusieurs navigateurs, je pense qu'on peut faire. Hop. Du coup, donc j'ai fait un petit fichier lib.rs qui va contenir mon code. Je vous décris un petit peu tout ce qu'il y a. J'ai mis plein de commentaires. D'ailleurs, j'ai mis le lien du GitLab dans la ruche si vous voulez regarder a posteriori. Donc déjà, j'ai mon présentation, pardon. Hop. Du coup, externe crate VST, c'est parce que je vais utiliser une crate, donc une librairie externe qui s'appelle VST. Je suis obligé de préciser macro use. Donc pour ceux qui ne savent pas, en Rust, il y a un truc qui s'appelle des macros. C'est un peu comme des fonctions, mais en fait, c'est des fonctions qui génèrent du code. Ce que j'ai marqué en haut. En fait, avant de compiler le code, il y a une petite étape de pré-compilation et du coup, il va compiler toutes les macros qui vont générer de l'autre code. Du coup, par exemple, en fait, on peut définir des macros nous-mêmes qui vont, ça paraît simplifier un peu le code parce que plutôt que d'écrire une fonction complète, après, on peut juste utiliser cette macro qu'on a créée. Par exemple, println, c'est une macro. En fait, c'est pas juste println, mais quand il va compiler, il va ouvrir quelque part un truc qui est marqué println, ça fait ça, ça, ça. Donc use vst plugin, c'est un import. Hein. Ensuite, je vais créer ma struct, donc un objet bzz, qui sera le nom de mon plugin. Et ensuite, je vais utiliser une des premières choses qui est implémentée par le plugin, par la crate VST, c'est le trait plugin. Donc le trait plugin va donner à ma struct ce trait-là qui va en fait lui mettre toutes les choses dont il va avoir besoin pour être un VST. Donc la première de ces fonctions intrinsèques au trait plugin, c'est le getInfo. Le getInfo, il va récupérer toutes les infos de mon VST dont on va avoir besoin pour qu'il soit à ce standard-là. Donc en fait, il y a déjà tout qui est déroulé dedans. Si on n'a pas envie de s'embêter avec quoi que ce soit, on peut juste mettre défaut partout. Mais bon, il y a quelques petites choses qu'on peut implémenter qui sont utiles. Donc par exemple, un nom, donc pour préciser le nom de votre VST, comme ça quand il compile, il va savoir le bon nom. Un ID unique qui va permettre à votre dos de différencier les différents plugins. Des inputs, donc ça c'est des inputs audio. Des outputs, donc là j'en ai mis 2 parce qu'on a 2 sorties audio vu qu'on est en stéréo. Techniquement, vous pouvez mettre 7 si vous voulez 7 sorties audio pour faire du surround 7.1. Une catégorie qui va être une catégorie, en fait, donc c'est une énumération avec différentes catégories. Et ensuite, il y a le reste des infos, donc pour l'instant on s'en fout, donc j'ai juste laissé défaut pour le reste. Et ensuite, j'ai mis plugin main. Donc pareil, comme vous voyez qu'il y a un point d'exclamation, plugin main c'est une macro. Et donc ça va appeler notre struct. Du coup, ce qui va se passer, si je fais un cargo build, donc pour compiler mon projet, hop, c'est toujours pas échappe. Hop.
Donc il n'y a pas de raccourci. Hop, dans mon dossier target, il va me générer mon petit point SO qui est juste là. Hop, alors je vais revenir juste vite fait sur la diapo. Hop, parce qu'il va reprendre où il en était. Tac. Du coup, là, j'ai mis quelques infos sur le truc info. Bon, alors le nom, forcément, c'est self-explanatory. Vendeur, pareil. Preset, c'est le nom de preset que vous allez pouvoir enregistrer. Donc, par exemple, si mon VST il a plusieurs paramètres qu'on peut lui définir, par exemple un volume ou des trucs comme ça, on peut les enregistrer. Input, donc c'est les inputs audio. Donc là, nous, on ne va pas en avoir besoin parce qu'on fait un synthétiseur qui va générer du son. Il ne va pas prendre un son en entrée et faire quelque chose avec. Donc ça, pour ce projet-là, on s'en fout. Output, donc c'est les inputs audio, comme je vous ai dit. Le Unique ID, donc alors c'est marrant parce qu'il est mandatory, mais en soi, ça sert un peu à rien. En fait, il n'y a personne qui va vérifier. Vous n'avez pas une demande à faire quelque part pour avoir un ID spécifique. Vous pouvez être ce que vous voulez. C'est juste qu'éventuellement, si vous utilisez même qu'une autre personne, peut peut-être y avoir un conflit sur un dos, mais ça arrive quand même très rarement. Parce que, voilà, mais techniquement, vous faites ce que vous voulez. La version, bon, c'est une version. Par contre, un truc marrant, c'est sauvegardé en tant qu'integer, mais si vous mettez 0.0.0.1, bah, il l'accepte. Et il le prend et il garde ça comme version. Il fait quelque chose derrière pour le stocker en version. Et donc, catégorie, comme j'ai, c'est une énumération. Donc, par exemple, vous pouvez mettre que c'est un synthétiseur, mettre que c'est un filtre, mettre que c'est un effet, mettre que c'est patati patata. Hop, et du coup, moi, ce que j'ai fait, donc j'ai généré mon petit VST avec une cargo build. Donc, c'est chiant de devoir changer de partage constamment. Hop, hop, hop. Tac. Hop, donc ça s'appelle Carla. C'est un logiciel open source sur Linux pour pouvoir utiliser des VST assez rapidement. Parce que je n'avais pas installé un logiciel complet pour juste montrer ça. Donc là, j'ai mon premier VST qui est juste là. Donc je peux l'utiliser. Bon, alors il va pas faire grand chose du coup, parce que il fait rien pour l'instant, mais il est reconnu en tant que VST. Donc pour l'instant, on a fait les choses qui font que dès qu'on va l'ouvrir quelque part, le logiciel saura que c'est un VST, il saura que c'est censé faire quelque chose. Bon, après là, actuellement, il y a 0 fonctionnalité dedans. Ensuite, on va faire en sorte que notre VST fasse au moins un truc. Le plus simple à faire quand on veut faire un synthétiseur, c'est de faire du bruit. Donc le bruit blanc, en gros, c'est défini comme un processus aléatoire qui va essayer de combler au maximum la densité spectrale. En gros, on va mettre des valeurs aléatoires sur littéralement toutes les fréquences, sur tous les échantillons pour qu'ils fassent quelque chose. Et ça va donner quelque chose de pas super agréable à l'oreille, mais qui est quand même utilisé. Le bruit blanc, ça sert pour combler des fréquences quand on fait de la musique. Quand vous avez des casques anti-bruit, il y en a qui en utilisent pour essayer d'améliorer ce facteur anti-bruit, pour essayer de combler un peu tout ce qui peut y avoir autour de vous. Quand vous avez du mal à dormir, le bruit blanc, c'est bien aussi, par exemple. Là, je vais vous montrer comment on peut implémenter ça. Donc, ok. Du coup, j'ai mis à jour mon LibreS pour essayer d'implémenter ce bruit blanc. J'ai rajouté une nouvelle. J'ai encore oublié de mettre le mode truc, désolé. Il est raccourci. Contrôle back apostrophe, si tu arrives à le faire. Pardon, je parle à moi. Il y en a deux que le raccourci n'est pas du tout évident. Mais il n'est pas marqué en fait, c'est ça qui est chiant. Donc, j'ai rajouté une nouvelle crate qui s'appelle rand, assez explicite, donc elle va permettre de faire un chiffre aléatoire. Donc pareil, je la rajoute dans mes imports. Hop. Donc là, mes infos, c'est pareil, j'ai juste enlevé tous les commentaires, ça ne bougera pas. Et donc, on va pouvoir voir la deuxième fonction implémentée par le trait plugin qui va nous être utile, qui s'appelle process. Donc, comme son nom l'indique, elle va permettre de process le son et d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, en premier, on va splitter donc le buffer, c'est le tampon. En gros, un tampon, ça sert à quoi? Quand on va générer du son, ou lire du son, il fait
il garde une partie de la mémoire en tampon pour mettre un peu en avance, pour éviter de galérer à recalculer constamment, comme ça il a un peu de marge. Donc buffer speed, ça va nous donner un tuple, donc avec les 2 tampons, un pour l'entrée, un pour la sortie. Comme en Rust, on peut mettre un underscore à la place d'une variable dont on n'a pas besoin, c'est ce que j'ai fait. Pour le input buffer, je n'en ai pas besoin, j'ai mis un underscore. Et le output buffer va me permettre de récupérer le tampon de sortie. Du coup, ce tampon de sortie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boucler sur les 2 canaux de sortie, donc parce que j'ai dit à mon plugin qu'il avait que 2 canaux de sortie. J'aurais pu dire qu'il en avait 7 ou 5, peu importe. Ensuite, je vais itérer sur tous les samples, donc tous les échantillons de ce canal. Donc par défaut, en règle générale, on a 48 000, une sample rate, elle est à 48 000, donc on va avoir 48 000 échantillons par seconde, ce qui fait beaucoup. Et du coup, pour chacun de ces échantillons, je veux une valeur aléatoire entre -1 et 1. Donc j'ai mis ma petite fonction random pour avoir une valeur aléatoire. Alors du coup, là, c'est absolument pas optimisé, parce qu'effectivement, je génère mon chiffre aléatoire à chaque sample, à chaque itération, et du coup, forcément, vu que je lui fais faire 48 000 calculs par seconde, c'est peut-être pas le mieux à faire. Mais bon. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, je peux régénérer mon plugin avec un cargo build. Et du coup, c'est vrai qu'on va voir si le son ça marche. Je sais pas si vous entendez à distance du coup. Je peux monter plus fort pour taper les micros et que ça sonne bien. Oh, on n'entend pas. Ça fait du bruit quoi. C'est du bruit blanc. Donc c'est cool, notre VST il fait un truc, c'est génial. On est vachement content, ça fonctionne. Après, bon, c'est peut-être pas le truc le plus musical du monde. Hop. Paf, étape d'après. Bon, VST fait du bruit blanc, c'est cool, c'est sympa, ça ne me sert absolument à rien pour faire de la musique, donc bon, on va peut-être essayer de trouver un truc un petit peu mieux. Du coup, j'ai remis quand l'air vibre à une certaine fréquence, enfin l'air ou peu importe, mais c'est l'air c'est la fréquence de l'air que notre oreille va analyser, on va obtenir une note. Donc là, j'ai remis un beau tableau avec toutes les fréquences des notes les plus connues avec les différentes octaves. Donc tout ce qui nous intéresse, on va prendre la plus commune, donc la 440. C'est assez connu parce que c'est avec ça qu'on accorde à peu près tout avec des jolis diapasons. Donc là, on va essayer de se dire, bon, bah, plutôt que de générer une valeur aléatoire pour chacun de mes samples, je vais essayer de lui générer cette note-là, en suivant une forme d'onde assez classique, une sinusoïdale. Hop, 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 hop. Non. Partage peut-être ton écran globalement. Ouais, je vais faire ça pour le PPT, c'est peut-être mieux. Attends, je vais pas changer de branche. Hop. Ok. Du coup, ma struct, je lui ai défini des paramètres. Quand même la remplir un peu parce qu'avoir une struct vide, bon, pas le mieux. Je lui ai donné une phase et je lui ai donné une sample rate. Donc sample rate, comme je disais, c'est le nombre d'échantillonnages qu'on va avoir par seconde. La phase, globalement, pour expliquer très simplement, quand vous avez votre sonde sinusoïdale, par exemple, qui va faire ça, et ben l'axe des abscisses, ça va être sa phase. Plus ou moins simplement. Donc si ma phase est à 0, je vais taper le point qui est là. Et ensuite, quand j'avance ma phase, ça va continuer à suivre la sinusoïdale en fonction de ça. Hop, du coup, je mets ici mes... Ah, vous ne voyez pas ma souris. C'est très long. Ah oui, c'est juste qu'il y a un gros délai. Oui. Du coup, là, je vais définir par défaut mes valeurs. Donc, j'ai mis une phase à 0, j'ai mis une sample rate à 44 100. Là, les infos, ça reste pareil. Et maintenant, je vais pouvoir modifier un petit peu ma fonction process. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà, let sample rate self, bon, là, je récupère la sample rate que j'ai définie à ma struct. Ensuite, bon, pareil, on va splitter les tampons en deux, on va itérer sur le tampon de sortie, on va itérer sur chaque sample. Là, je vais lui fixer une fréquence. Donc la fréquence, j'ai pris le 440 Hz, donc le magnifique là normalisé en 1953. Ensuite, on va faire une magnifique sinusoïdale. Donc très simplement, hein, c'est une formule de sinusoïdale. Voilà, hein, je fais la fonction sin qui retourne un float. Donc je multiplie ma phase, ma fréquence par pi et par 2. Et ça, je vais l'associer à mon sample de sortie.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Juste à la fin de ma boucle, je vais mettre à jour la phase pour que ça, au fur et à mesure de la boucle, chaque sample se déplace sur la courbe de sinusoïde. Est-ce que ça va? Pas de questions? Plutôt clair. Plutôt simple pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué. Hop, Experimentation Mode, paf, on est là. Je fais ça. Voilà, la latence, elle est ouf. Voilà. Hop, du coup, paf 440. Attention les oreilles, ça risque d'être un peu strident. Bon, ça va. Bon, voilà, ça fait. Les enceintes, elles apprécient pas vraiment. Du coup, on a un magnifique là. Voilà, vous pouvez essayer d'accorder un truc avec, mais là, c'est un peu dégueu. Les raisons pour lesquelles le son est un peu cracra, le plugin audio, il apprécie pas trop. Bon, les enceintes, elles sont ce qu'elles sont. Après, il y a essentiellement le fait que, comme je le dis, de calculer 44 000 sinusoïdes, valeurs de sinusoïdales par seconde, il y a des petites interférences un peu partout, et c'est essentiellement pour ça que le son est de mauvaise qualité, on va dire. Hop, on va retourner sur la suite. Paf. Paf. Donc du coup, c'est cool. J'ai mon instrument qui fait un son. Bon, bah, c'est bien. Maintenant, faire une note, c'est sympa. En faire plusieurs et pouvoir les gérer avec son clavier, c'est quand même vachement mieux. Donc ce qu'on va utiliser, c'est on va faire en sorte que notre synthétiseur il puisse accepter du MIDI. Donc le MIDI, pour replacer un peu, c'est un protocole de communication pour les instruments qui a été normalisé, je ne sais plus quand, mais il y a un paquet de temps et tout le monde l'utilise. Donc ce que ça va permettre de savoir, c'est quelle note est pressée, le moment où elle est pressée, où elle est relâchée. Donc il va permettre de savoir forcément à partir de quel moment on joue la note. La vélocité, donc ça va être l'amplitude de la note. Donc si vous avez, en général, les claviers MIDI, ils prennent la vélocité, donc plus vous appuyez fort sur la note, plus ça va se retranscrire, plus vous allez avoir un son élevé. Changement de pression de la touche, donc pareil, si vous relevez légèrement le doigt de la note, ça va diminuer le son. Les vibratos, les pitch bends, etc. et plein d'autres informations. Vous pouvez envoyer plein de choses en MIDI, hein. Ça marche pas que pour faire du piano, pour faire la batterie, par exemple, une batterie électronique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie du MIDI, hein. C'est pareil, c'est la même chose. Donc voilà. Donc, à partir du moment où tu as un instrument virtuel, il est capable de recevoir du MIDI, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Je vous ai remis la conversion de la note de MIDI en fréquence. Donc en fait, comme les notes MIDI, elles sont de 0 à 128, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la note qu'on a, donc N moins 69, parce que le La 440, il est à la position, enfin, il vaut 69 en MIDI. Divisé par 12, c'est parce que une octave, elle est divisée en 12 parties égales. Le 440, c'est pour la fréquence. Et le 2 puissance, je ne sais plus exactement. Bon, voilà, grosso merdo, c'est une formule un peu barbare qui permet de convertir ça. Paf. Comment on a implémenté ça? Hop, je remonte un peu. Ma struct, je l'ai changé un peu, je lui ai rajouté quelques petits trucs. Je lui ai rajouté la fréquence parce que pourquoi pas. Tant qu'à faire, autant que ce soit lié à la struct et pas que ce soit en dur quelque part, surtout que là, elle va changer. Note, c'est la quantité de notes qui vont être pressées en même temps. Je fais ça pour une raison que j'expliquerai un peu plus tard. Parce que techniquement, si on veut que le synthétiseur arrête de faire du bruit, on pourrait juste fixer la fréquence à 0. Si la fréquence est fixée à 0, de toute façon, il n'y a plus de son. Donc là, pareil, je lui remets des valeurs par défaut, le getInfo ne bouge pas. Et là, je vais rajouter une nouvelle fonction donc, qui est implémentée par le Thread plugin, c'est la fonction processEvent, qui va recevoir des événements et en faire quelque chose. Donc, tous les events que mon plugin va recevoir, ce n'est pas forcément des events en MIDI. Ça peut être d'autres choses. Donc déjà, je peux commencer par faire un tri. Donc, je fais une boucle sur tous mes events. J'utilise match pour vérifier que mon event il est du type que je veux. Donc là, je veux que ce soit un event de type MIDI. Voilà. Ensuite, je vais refaire un match pour ensuite analyser ce qu'il y a dans mon event MIDI. Donc, quand je vous disais, les notes elles vont jusqu'à 128. Quand tu appuies sur la touche, ça fait 144. Quand tu retires la touche, ça fait 128. Donc, ça va envoyer des bytes. Le MIDI, c'est que ça. Celui en première position, donc c'est soit 128, soit 144. Ça dépend. Enfin, ça va montrer si on a pressé sur la note ou pas. Celui d'après, ça va être la note. Celui encore après, ça va être la vélocité, etc., etc. Avec tous les paramètres qui sont envoyés par le MIDI.
Donc là, je vais regarder le premier byte de mon event. Si c'est un not on, donc s'il est égal à 144, je vais faire les choses que je veux. Et s'il est égal à 128, je vais faire autre chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que si c'est égal à 144, j'incrémente de 1 mon nombre de notes qui sont pressées actuellement. Ensuite, je récupère ma note, qui va être le deuxième byte. Et je vais calculer la fréquence avec la formule que j'ai montrée tout à l'heure. Si jamais c'est un note off, je vais retirer de mon nombre de notes pressées actuellement 1. Et le dernier underscore flèche, c'est pour voir que les autres types d'event, si ça correspond ni à 144 ni à 128, next, on s'en fout. Et j'ai fait pareil en dehors de mon match avec event midi. Si c'est pas un event midi, on ne le traite pas. Donc ensuite, j'ai mis à jour ma fonction process. Donc j'ai fait en sorte que si le nombre de notes pressées est égal à 0, on skip toute la fonction. Pourquoi j'ai fait ça? C'était pour éviter de calculer une sinusoïdale s'il n'y a aucune note qui est pressée. Parce que la fréquence, elle serait quand même récupérée techniquement, enfin elle serait égale à 0 et il essaierait quand même de les calculer. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose, c'est juste que j'ai récupéré ma fréquence que j'avais en fonction de ma note et je l'ai mise là, dans ma formule de sinusoïdale. Ce qui va permettre, du coup, en fonction de la note qu'on a pressée, de calculer une note différente et de la renvoyer. Du coup, techniquement, maintenant, j'ai un piano qui fonctionne. Peut-être. Tac. On est là. Sinon, tu avais des flèches en haut pour sortir du mode. Ah. Quand tu es allé en haut, elles sont apparues. Ok, très bien, je prends note. Non, ça c'était l'autre. Du coup, là, quand je touche à rien, il se passe rien, parce que forcément, aucune note n'est pressée. C'est genre 5 secondes de latence. Voilà, du coup, comme c'est du MIDI, en général, quand on a des logiciels qui permettent de faire la musique, ils s'arrangent pour récupérer ce qu'on envoie avec le clavier pour le transformer en MIDI. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas un piano sous la main à brancher, c'est pas super pratique. Après, tu peux quand même cliquer dessus techniquement. Donc là, si je clique, voilà, c'est pas beau non plus. C'est exactement la même formule pour faire la même sinusoïdale, mais au moins maintenant, je de quoi sur le clavier. Bon, c'est peut-être un petit peu haut ça. Voilà, ça m'a aidé. Ça fait vachement longtemps, même si ça flingue les oreilles très très vite. Par contre, il y a un truc qui est un peu gênant, c'est que quand tu as un piano chez toi et que tu fais du piano, ou que tu vas dans la cafette faire du piano, quand tu veux faire un accord, tu utilises plusieurs doigts pour appuyer sur ton clavier. Et pour jouer plusieurs notes en même temps, parce que c'est quand même vachement plus sympa. Là, le problème, c'est qu'actuellement, si j'éclate ma main sur le clavier, il fait qu'une seule note. Parce qu'il ne comprend pas, en fait. On lui a pas dit de se démerder avec plusieurs touches. Ça, à la base, je ne l'avais pas prévu pour la presse. Ça, j'ai pas fait de slide dessus, mais hier, j'ai eu un élan de motivation. Du coup, j'ai rajouté ça, c'est surprise. Hop, tac. Oups. Ouais, c'est bon, mes slides. Ouais, c'est bon. Très bien. Tac, tac. Change de branche. Vroom. Et là, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pareil, c'est pas très très. Sympa. Ok, du coup, il y a vachement plus de trucs. Niveau encore, il n'y a pas grand-chose. Grosso merdo, j'ai importé tous les trucs dont je pouvais avoir besoin, mais qui sont dans le plugin TST. Ma struct, je lui ai rajouté j'ai modifié quelques trucs sur la struct et j'en ai créé une autre. Donc ma struct, je vais garder son sample rate, parce que ça ne bouge pas de toute façon, c'est vous qui le choisissez. Et ça va être vraiment pour le plugin. J'ai gardé le nombre de notes qui sont pressées, parce que c'est quand même pratique. Et ensuite, je vais rajouter voices comme paramètre. Donc voices, c'est un vecteur de plusieurs voix. Et ensuite, j'ai créé ma struct voix. Donc elle va reprendre tous les paramètres que mon plugin avait avant. Ce dont techniquement, en fait, mon plugin avant, il avait une seule voix déjà. Je ne l'avais pas défini, mais grosso modo, c'est ce qui se passait. Donc là, j'ai pris ces paramètres-là et j'ai défini ma struct voix. Ensuite, j'ai fait un max voices égal à 8. J'ai arbitrairement mis 8. Pour le nombre de nickel, je pense que c'est bien, ce que j'avais avant, du coup, c'était cool. Après, on aurait pu mettre 10 si on voulait jouer avec 10 doigts, mais je ne suis pas du tout assez compétent au piano pour faire ça. Hop. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Plein de choses. Donc déjà, j'ai défini mon voices. Et ce que j'ai fait, c'est... Bon, là, j'ai fait un truc un peu barbare pour définir toutes mes voix que j'ai dans
donc j'ai créé mon array voices et je lui ai défini toutes les voix dedans pour qu'elles soient avec les valeurs par défaut. Donc j'ai réexpliqué un petit peu ce que c'était le pipe underscore pipe, parce que c'est quand même un truc bien Rust et ça ressemble à rien, mais c'est un truc Rust, ouais, c'est pas grave. Moi, j'y connais rien en programmation. Non, mais ça existe nulle part, ça. Ou dans les langages. Bizarre. Du coup, pour faire très simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon vecteur de voix, j'ai récupéré toutes les voix avec le point map, je leur ai assigné un truc, et ensuite j'utilisais point collect. Point collect, ça reprend quelque chose pour refaire une collection avec. Voilà, c'est juste que c'est un peu bourrin, mais ça marche. C'est comment Java. Ensuite, j'ai remis mes valeurs par défaut à mon bzz. Le getInfo, ça marche toujours pas. Le process event, alors on a rajouté un petit truc. Pour le principe, j'ai rajouté le vélocité à récupérer, même si là on verra pas l'impact parce que mon clavier il prend pas la vélocité. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai mon note on qui est là, donc le 144, j'ai rajouté une petite fonction qui s'appelle allocate voice, qui va du coup prendre une de mes voix et lui ajouter cette fréquence et cette amplitude. De la même façon, sur le 128, j'ai fait une fonction release voice qui va prendre la fréquence et dégager la voix qui correspond à cette fréquence-là. On scrolle tout en bas. Elles sont là, donc je les ai implémentées à ma struc bzz. Allocate voice, donc il va chercher une voix libre dans celles qui sont disponibles. Et il va juste lui mettre une fréquence et une amplitude. Donc, en gros, pour la chercher, j'en cherche une qui a une fréquence égale à 0. Je me suis dit, bon, si ma fréquence égale à 0, ça fait pas de bruit, c'est que la voix elle est libre et qu'elle peut être utilisée. Et pareil pour le release voice, je lui ai dit, bon, cette voix-là qui a cette fréquence-là, tu passes la fréquence à 0, on la rend disponible, et puis voilà. Ce que ça a fait, du coup, dans mon process, c'est que après avoir itéré sur tous mes échantillons, je vais générer un signal pour chacune des voix. Donc je regarde toutes les voix qui ont été activées, donc elles ont toutes eu une fréquence qui leur a été donnée par les touches sur lesquelles j'ai appuyé. On va récupérer la fréquence, on va récupérer l'amplitude. J'ai un peu changé la formule, du coup il n'y a plus ma sinusoïde parce que la sinusoïde c'est quand même vachement lourd et du coup le son il est un peu cracra. Donc j'ai mis une square wave, square wave, ça fait littéralement des carrés. En fait le signal en amplitude il vaut 0 ou alors il vaut 1 ou il vaut 0. C'est moins poétique mais ça marche mieux. Du coup, voilà, donc j'ai dit que si ma phase elle était plus petite que 0,5, là j'ai l'amplitude, et qu'ensuite, une fois que je dépasse le 0,5, et l'amplitude elle descend à 0. Et comme ça avance comme ça. Hop, tac, 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 et ensuite je balance tout ça dans mon sample. Pareil, je recompile. Ouais, les flèches. Ah, mais putain, c'est trop bien, parce que ça enlève pas le mode présentation. C'est con de voir ça à la fin. Hop, tac. Qui du coup maintenant est polyphonique. Alors du coup si on met comme ça, bon voilà. Sauf que maintenant si je mets 2 touches sur mon clavier, ou 3, voilà, il y a les deux en même temps. Ça fait mieux piano. C'est toujours horrible à entendre, mais on progresse. Donc voilà, techniquement on pourrait jouer et utiliser des trucs avec. Tac, tac, tac. Pour la conclusion, du coup, voilà, j'ai fait un peu tout ce que je voulais faire pour cette presse-là avec ce synthé-là. J'aurais pu aller plus loin, parce que j'ai présenté plein de choses sur la présentation sur la MAO, genre les tables d'ondes, les filtres, etc. J'aurais pu en implémenter. Mais voilà, peut-être une prochaine fois, on verra si on a le courage. J'aurais pu faire une JWay aussi, parce que c'est vrai qu'actuellement, mon plugin, il a des paramètres qui sont fixes. On ne peut rien changer. Et il n'y a pas d'interface même pour les changer de toute façon, même si on avait. En général, quand vous regardez un VST dans les logiciels, il y a des petites interfaces vachement stylées, où vous voyez les ondes, vous voyez plein de petits boutons, comme si vous aviez un vrai appareil chez vous, sauf que c'est moins marrant à utiliser, mais voilà. Donc c'est un truc qui m'intéressait, il faudrait que j'essaie de regarder comment ça se met en place. Globalement, c'était fun de faire du Rust. J'en fais pas souvent, ça me fait un peu marrer. Donc c'était cool. Surtout de voir ce domaine-là. J'ai compris pourquoi les licences de VST elles coûtaient $200 et pourquoi tout le monde ne fait pas ses VST soi-même. Parce que quand je vois ceux que j'utilise qui sont vachement plus compliqués, c'est vrai que je ne vois pas le faire complètement moi-même. Et j'ai rajouté du coup le lien GitLab du projet si vous voulez regarder, si vous voulez faire des commentaires, parce que je fais pas très mal en Rust par exemple.
C'est pas Guillaume. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai été vachement rapide. Extra, ouais. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions à distance? Hop, attendez, il y en a qui se lèvent. Allez. Eh ben, vas-y, Cézanne, je te laisse poser la question. En fait, j'avais une question par rapport au langage utilisé. Ouais. Quel langage tu utilises? C'est du Rust. Ah, c'était ça que tu disais depuis tout à l'heure. Ok, C'est ça. je connaissais pas. Ok. Merci. Ouais, je vais le retirer sur. Voilà. N'hésitez pas pour le rôti. Moi, j'aime bien cette presse. Bon, alors là, le PPT est ce qu'il est. J'en étais bon en PPT. Mais j'aimerais bien plein de feedback, parce que j'aimerais bien l'améliorer. Celle-là, moi, je trouve que c'est marrant. Et ça peut être cool à faire en conférence, éventuellement, un jour, peut-être. Ouais, j'espère. Les yeux qui ont brillé. En vrai, ça me chauffe pas grave, mais du coup, il me faut plein de feedback, parce que là, je sais qu'elle est... Fais gaffe, Jonathan, t'éclaires la salle avec tes yeux. Je suis comment tu fais pour avoir un son moins pourri? C'est la prochaine ruche, ça. Ça, c'est une bonne question. Non, en vrai, tu peux optimiser pas mal de trucs. Là, je l'ai fait. Il y a zéro optimisation derrière. Du coup, déjà, en fait, ils galèrent beaucoup parce qu'ils calculent beaucoup trop de trucs. T'as 32 gigas, non? Hein, T'as beaucoup de RAM, toi? c'est le CPU qui prend tout. Déjà, c'est un bon CPU, c'est mieux. Et en fait, ouais, il faut vraiment essayer d'optimiser au maximum les calculs que tu fais parce que tu lui fais faire beaucoup trop de calculs. Mais déjà, en fait, c'est très CPU intensif. La MAO, quand tu regardes dès que tu fais de la musique, Ça utilise beaucoup le CPU. Ah, d'accord. d'accord. Attends, Philippe sur le processeur. Merci. Non, mais du coup, ça éclate ton CPU et parce qu'il a beaucoup de calculs à faire. Alors, du coup, je pourrais optimiser les calculs. Techniquement, en fait, tu calculerais pour la sinusoïdale, tu calculerais pas le résultat. En fait, tu lui dirais bon, tu me fais une sinusoïde à côté, où tu gardes tout ce que tu as dedans et c'est toujours pareil. Hein. Et du coup, tu récupères les valeurs. Déjà, il aimerait mieux que des trucs comme ça. Pareil, si tu fais, en fait, c'est ça le principe de faire un synthétiseur sur table d'onde, c'est qu'en fait, une table d'onde, donc c'est un tableau avec plein d'ondes, et comme il a déjà toutes les données, il n'a pas grand-chose à calculer, donc ça va. Pas d'autres questions? Si, j'ai une autre question. Yes. Désolée. Est-ce Est-ce que tu as un site où on peut apprendre cette langage ou tu connais un site Ouais, il doit y avoir plein de sites sur Google. Moi, je sais que je cherchais un peu à l'arrache. Qu'est-ce que tu as utilisé? En fait, ce que j'ai utilisé, c'est qu'il y a un Discord où il y a des mecs qui s'embêtent à faire des VST en Rust, et du coup, je suis allé dessus pour poser des questions. Okay. Il y a quelques ressources, il y a quelques sites où ils ont fait des VST. En Rust, du coup, je me suis surtout basé là-dessus. Et après, quand j'avais des doutes sur comment écrire un truc en Rust, W3 School ou Google, quoi. Après, en fait, Okay. c'est globalement tous les sites en général où tu trouves des cours sur les langages. Des fois, il y en a, ils mettent du Rust un petit peu. C'est pas le truc le plus courant. C'est un langage dont tout le monde parle mais que personne n'utilise. Ok, merci. Pas de souci. Voilà. Bon, Merci. merci de votre attention.